Bonjour à tous, on va faire un petit test son, on va commencer d'ici 2 petites minutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat? Super, merci Teddy, à tout de suite. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire l'INA 6.1, webinaire de lancement. Aujourd'hui, la session durera 45 minutes environ. On répondra donc à vos questions à la fin de la session. Les questions que vous pouvez poser donc au niveau du chat, de l'onglet questions pardon, qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à tout moment durant le webinaire. Donc aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Sylvie, Technical Product Manager sur l'INA. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Et Geoffrey, donc Marketing Product Manager sur les solutions data protection. Bonjour Geoffrey. Bonjour à tous. Donc, écoutez, je vous laisse avec Sylvie et Geoffrey et puis on se reparle en fin de session pour les questions. Bon webinaire à tous. Merci Cécile. Encore bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce lancement l'INA 6.1. Je vais rapidement faire le tour de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vous présenterai toutes les nouvelles fonctionnalités apportées par l'INA 6.1. Et en fin de session, Sylvie fera une démo pour vous montrer au niveau de l'interface, comment sont présentées toutes ces fonctionnalités. Donc l'INA 6.1, une partie des améliorations côté multiserveur, côté performance, de la sécurité également qui a été renforcée, je vais en parler. Pas mal de nouveautés côté des restaurations. Et enfin, pas mal de petites d'améliorations sur l'interface, sur les fonctionnalités. Et je vais commencer par la partie multiserveur. Donc, on avait introduit en l'INA 6.0 la compatibilité multiserveur de l'INA. Néanmoins, cette dernière restait accessible uniquement pour les nouvelles installations. Donc, si vous étiez déjà client l'INA, il fallait repartir from scratch pour pouvoir bénéficier des capacités multiserveurs de l'INA. C'est plus le cas aujourd'hui. Cette version 6.1, si vous êtes aujourd'hui en mode l'INA standalone, vous pouvez mettre à jour directement votre
Lina vers cette nouvelle version. Encore une fois, pour rappel, hein, le mode multiserveur, c'est vraiment pour vous accompagner dans la croissance de vos flottes, de vos parcs de endpoint. Voilà, ça va vraiment simplifier la vie de l'administrateur. Hein. On va gagner en temps, on va pouvoir vraiment monitorer, installer, préparer ses déploiements depuis un seul master serveur. Et également pour les MSP, ça simplifie vraiment la vie dans le déploiement, ça facilite voilà, la gestion des tenants, etc. Juste pour préciser les choses, donc comment ça se passe, on est vraiment passer en mode multiserveur avec cette version 6.1. Donc le process, hein, il est très simple. Vous passez vos serveurs, vous les upgradez vers Lina 6.1. Ensuite, vous passez vos agents, encore une fois, en 6.1. Et pour ça, vous pouvez utiliser la mise à jour automatique des agents, qui seront automatiquement passeront en Lina 6.1. Créer le master serveur, rattacher vos nodes à ce master, et ensuite vous pouvez bénéficier voilà, de votre installation Lina 6.1 en mode multiserveur. Si vous avez des questions, je le répète, enfin je le répète, non, s'il y a des questions, utilisez l'onglet questions. Pendant la session, on essaiera d'y répondre, mais également, on pourra par la suite y répondre. On a toutes les questions restent en historique, donc on peut derrière vous envoyer des emails si vraiment vous avez des questions particulières. On prendra le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions. La performance, les performances de Lina, encore un sujet d'amélioration côté de la R&D. Donc cette fois-ci, il y a eu un mode de paralysation des flux vers des flux dédupliqués qui vont permettre voilà, d'envoyer plus de blocs et en tout cas de raccourcir les temps de sauvegarde. Jusqu'à présent, en fait, le serveur Lina, il envoyait les blocs en série, les uns après les autres. Ce qui faisait qu'on pouvait avoir des goulots d'étranglement même lorsque des grosses configurations étaient mises en place. Aujourd'hui, voilà, grosse amélioration. Cette parallélisation des flux qui va permettre d'améliorer les performances considérablement, puisque en lab, chez nous, on a évalué ce gain de performance à 6 fois, voilà, des temps de sauvegarde qui sont réduits de 6 fois par rapport à l'ancienne gestion des flux avec en Lina 5 par exemple. Donc voilà, ça permet également une meilleure empreinte réseau puisqu'on va permettre à la solution d'envoyer plus d'informations et d'utiliser moins de bande passante, en tout cas sur la durée. On aura des temps réduits pour les sauvegardes. Donc voilà, grosse amélioration côté Lina serveur et l'envoi des blocs dédupliqués. Autre grosse partie côté sécurité cette fois. On sait, hein, la sécu en ce moment, c'est des sujets qui sont très chauds côté cyber notamment. Donc aujourd'hui, Lina 6.1 introduit une fonctionnalité très intéressante puisqu'elle va permettre de détecter d'éventuelles attaques par chiffrement en monitorant, en monitorant l'activité de sauvegarde. Elle va pouvoir, en comparant, voilà, elle va analyser finalement le comportement normal de votre installation en prenant des métriques sur 30 jours par exemple, et en comparant quotidiennement ces métriques. Si la solution détecte qu'à un moment donné, on a une masse très importante, ce qui peut se traduire par exemple, de la donnée qui est chiffrée, de la nouvelle donnée chiffrée, voilà, on augmente les volumes de sauvegarde considérablement. On va permettre à la solution d'envoyer une alerte tout de suite pour pouvoir vraiment rapidement réduire les temps de réaction et pouvoir intervenir
si besoin, pour limiter voilà, l'impact de l'attaque, par exemple. Et bien sûr, on peut arrêter la rétention si une éventuelle anomalie est détectée. Sylvie vous fera la démonstration tout à l'heure. Voilà, vraiment quelque chose, une fonctionnalité hyper intéressante côté sécu, où vraiment on essaye d'avoir un peu d'être un peu proactif sur la détection de menaces. Toujours ce côté sécu, les précédentes versions de l'INA avaient introduit l'authentification à double facteur. Aujourd'hui, on apporte encore une brique supplémentaire en proposant une nouvelle politique de mot de passe, qui apporte de la complexité sur les durées de validité des mots de passe, sur le nombre de caractères, le type de caractères, les périodes de validité, je l'ai déjà dit. Donc voilà, authentification forte. Première recommandation de l'ANSSI sur l'hygiène de cybersécurité. Aujourd'hui, on vient vraiment compléter cette partie sécurité avec l'ajout d'une nouvelle politique de mot de passe qui, couplée à la double authentification, permet vraiment de réduire les risques en cas de vol d'identifiant. Encore une fois, on sait que une fois que des identifiants sont corrompus ou exfiltrés, volés, enfin bref, derrière, les conséquences peuvent être vraiment importantes. Donc là, encore une fois, on va permettre et on pourra même forcer les utilisateurs à utiliser des mots de passe forts et à les changer régulièrement pour pouvoir, encore une fois, sécuriser et renforcer les accès à la solution. Tout à l'heure, il semble que Sylvie en fera la démonstration. Allez, j'avance un petit peu. Côté administration maintenant, pas mal de choses également. Donc, j'ai intitulé cette slide Ready for MSP, mais c'est pas uniquement à destination des MSP, mais on va avoir une gestion des quotas beaucoup plus fine, notamment sur le nombre des agents par entité ou par client en fonction. Mais voilà, cette LINA 6.1 va vraiment vous permettre de contrôler la croissance des volumes de backup des agents par entité. Et encore une fois, tout est configurable. Vraiment une gestion fine des quotas du nombre d'agents va être mise en place et va vous permettre de vraiment piloter de manière plus efficace votre croissance de parc. Également, un système d'alerte. Donc en cas d'atteinte de ces limites, je peux informer l'administrateur, bien entendu, mais générer des alertes. Et derrière, j'imagine, si vous êtes par exemple MSP, vous pouvez envoyer tout de suite une demande d'extension d'agents et proposer des packs d'agents supplémentaires si besoin. Notification de restauration. Alors là, c'est plus une partie qui traite de la confidentialité des données. On s'est aperçu que finalement, les utilisateurs, quand leurs données étaient restaurées, ils n'en étaient pas informés. Dès à présent, ça peut être modifié, en tout cas au travers de l'interface. L'utilisateur peut être informé lorsqu'il y a des actions de restauration de données sur ces données, bien entendu, hein, pas les données d'autres agents, mais voilà. En tout cas, on peut, maintenant, la solution peut informer les utilisateurs en cas de restauration. La grosse nouveauté également, les rapports, donc la partie reporting sur les restaurations. On avait introduit également dans les versions précédentes le rapport sur les sauvegardes.
On nous avait demandé, on a eu pas mal de retours là-dessus. Et aujourd'hui, voilà, les admins pourront obtenir, et Sylvie vous montrera tout à l'heure visuellement à quoi ça ressemble, mais tout un reporting sur voilà, les volumes restaurés, les types de données restaurées. On va avoir voilà, si les succès, les échecs, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, mais voilà, essayer de monitorer l'usage de la solution sur les restaurations, ce qui va permettre de s'assurer des bonnes performances également côté restauration. Et puis, il y a aussi une partie conformité et audit où on va pouvoir, voilà, en cas d'audit, montrer comment la solution est utilisée, quel type de données sont restaurées, et l'usage qui est fait par les utilisateurs de la solution. Donc vous aurez tout à l'heure, Sylvie a préparé une démonstration également, s'il y a des questions. Enfin, l'envoi automatique des AER. Donc pour ceux qui sont coutumiers avec les AER, on parle des rapports d'environnement. Et si vous avez eu affaire au support à tempo, il vous est systématiquement demandé une remontée d'AER. Et on avait conscience que c'était quelque chose d'un peu complexe et d'un peu voilà, pas forcément très intuitif du côté de la solution. Voilà, aujourd'hui, on a une page qui est préconfigurée, une adresse qui est automatiquement préenregistrée. Vous allez voir, Sylvie vous montrera également, mais ce qu'on a voulu, c'est vraiment simplifier cette étape, libérer du temps pour les administrateurs de la solution, réduire les temps de résolution de conflits, de bugs, de problèmes remontés. Et voilà, et vous vraiment apporter une réponse efficace et que vraiment, voilà, que ça libère du temps. On n'a pas forcément, je sais que les plannings sont très chargés, et quand on nous demande voilà, des AER, on ne sait pas toujours dans quelle partie ça se situe, comment il faut l'envoyer, quelles informations il faut envoyer. Ici, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pré-packagé. J'allais dire, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, mais c'est presque ça ce qu'on a voulu faire. C'est vraiment simplifier le parcours support à tempo. Pour terminer, les statistiques de réplication. Voilà, encore une fois, ceux qui utilisent la réplication Lina, il nous a été demandé que les informations soient plus clairement disponibles. Et ça va être le cas puisqu'on a développé une nouvelle tuile dans le dashboard Lina qui va permettre d'avoir une vue dédiée aux informations de réplication avec les moyennes de temps, les temps entre la sauvegarde et la réplication, les vitesses de réplication. Voilà, il y a tout un tas d'informations qui seront beaucoup plus simplement disponibles et accessibles pour une supervision en temps réel de la réplication, encore une fois, si vous répliquez vos données Lina. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais laisser Sylvie maintenant vous montrer à quoi ressemblent toutes ces nouveautés. Sylvie, je te passe la main. Tu peux y aller. Eh bien, merci. Merci Geoffrey. Donc, juste pour vous faire une petite démo, je vais commencer par les rapports de restauration. Donc, pour ceux qui étaient familiers avec les rapports de sauvegarde, en fait, on va fonctionner un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'il faut d'abord créer un modèle de rapport. Alors, quand je dis créer, si vous avez déjà un modèle existant que vous souhaitez modifier pour faire apparaître aussi les informations de restauration, c'est tout à fait possible. Là, je vais juste en créer un nouveau.
Voilà. En français, je vais garder tous les rapports de manière illimitée. Donc là, je ne souhaite pas avoir les informations de sauvegarde, donc je décoche. Et je veux que toutes les infos de resto apparaissent, ce qui est le cas. Et je veux voir toutes les colonnes de restauration. Ensuite, là, c'est pour le générer automatiquement à une certaine heure de la journée, donc je vais laisser à 8 heures. Je vais rajouter un email. Voilà. Pour pouvoir activer l'envoi des rapports par email. Et je crée mon rapport. Ah, j'ai fait une petite erreur. Vous ne voudrez pas, j'espère. Donc maintenant, je vais générer le rapport, puis le visualiser. Donc les premières infos qui arrivent en haut, donc c'est le volume restauré et le nombre d'objets restaurés. Si j'avais eu des erreurs dans ma restauration, j'aurais eu aussi un volume non restauré. Là, ce n'est pas le cas. Toutes les restos demandés ont été bien effectués, y compris au niveau du nombre d'objets. Donc ensuite, vous voyez qu'il y a la liste de tous les agents pour lesquels il y a une restauration de demandée depuis là c'est sur 14 jours, donc ça remonte 14 jours en arrière. Et ça, vous pouvez le personnaliser si vous voulez un mois, ou une journée, ou une heure. Donc les infos qu'on fournit, donc c'est la date de démarrage, la date de fin, qui a demandé la restauration. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de restauration web admin, donc à chaque fois, c'est demandé par l'admin. Mais si c'était agi d'une restauration locale, on aurait eu l'email de la personne qui a déclenché la sauvegarde sur sa machine. Donc, on nous donne l'information sur les objets restaurés, ici, ceux non restaurés. En l'occurrence, il n'y en a pas. Et le volume restauré. Ah, j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Non, on ne voit pas le rapport. C'est fâcheux. Oui. En fait, je sais pourquoi, c'est parce qu'il est ouvert dans une autre... Merci pour vos retours. Désolée, je vais essayer de résoudre ce petit problème. Est-ce que c'est mieux? Oui, ben, comme ça me permet quand j'ai généré quand j'ai voulu afficher le rapport, il a ouvert un autre onglet, comme je l'ai partagé sur l'onglet précédent. Voilà, ok. Donc, je reprends. Donc, vous voyez afficher donc, le volume restauré et les objets restaurés en premier lieu. Et ensuite, donc, il y a une liste qui vous donne tous les agents sur lesquels des restaurations ont été demandées depuis 14 jours, qui est la durée que j'avais choisie dans le modèle de rapport, mais vous pouvez le personnaliser, donc choisir la durée que vous souhaitez. Ici, donc, vous avez des informations telles que la date de début, de fin, qui l'a demandé. Donc, comme je vous disais, là, moi, c'est que des restaurations web admin, donc à chaque fois, c'est l'admin qui a demandé. Et sinon, c'est l'email de la personne qui a déclenché la sauvegarde qui apparaîtrait ici. Donc, on voit le nombre d'objets restaurés, le volume des objets restaurés, non restaurés. Donc, vous pouvez rapidement voir si jamais il y a eu un souci, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui n'ont pas été restaurés. Ça vous permet d'aller voir ce qui s'est passé. Et ensuite, pour chaque restauration, vous avez un petit signe plus ici, qui vous permet de voir des détails. Et notamment, ça vous donne... Alors, on ne peut pas vraiment fournir la liste de tous les fichiers restaurés, parce que dans certains cas, si on restaure des milliers de fichiers, ce serait trop lourd à générer. Par contre, on vous fournit le chemin pour lequel on a demandé une restauration. Et s'il y avait eu des exclusions de fait, ça apparaîtrait ici aussi. Donc là, par exemple, on a restauré ces user administrator et ces user default.
Donc ça vous permet d'avoir vraiment pas mal d'informations sur tout ce qui s'est passé au niveau des restaurations. Voilà, pour ce qui est des rapports de restauration. Maintenant, je vais passer à la sécurité. Du coup, désolée, mais je vais devoir de nouveau recouper pour revenir sur mon interface. Voilà. Ok, donc pour ce qui est de la politique de mot de passe, donc comme le disait Geoffrey, en fait, ça va vous permettre d'être en conformité avec ce que recommande l'ANSSI, donc de définir des mots de passe avec un certain nombre d'attributs. Alors cette politique de mot de passe, vous pouvez soit la définir au sein d'une entité, soit pour toutes les entités à la fois. Et ça va être en fait en fonction de ce que vous aurez choisi ici. Si vous êtes dans un tenant spécifique, dans une entité spécifique, la politique ne sera définie que pour cette entité-là. Mais si vous choisissez toutes les entités, ce que je vais faire là, eh bien, vous allez pouvoir définir cette politique pour toutes les entités. Alors, on vous laisse quand même le choix, en fait, de forcer ou non les entités à utiliser cette configuration, parce que si jamais vous aviez déjà défini dans certaines entités des politiques de mots de passe que vous souhaitez conserver, eh bien, celles-ci ne seront pas effacées si vous ne cochez pas cette case. C'est-à-dire que si vous cochez cette case, toutes les entités vont hériter de celles que vous allez définir présentement. Si vous ne la cochez pas, celles qui en ont déjà une vont la conserver et toutes les autres utiliseront celles qu'on va définir. Donc dans cette politique, vous pouvez choisir d'implémenter ou non l'authentification à 2 facteurs. Et là, on va s'intéresser surtout à ces 2 paramètres ici. Donc pour la validité du mot de passe, par défaut, c'est 6 mois. Et pour tous les autres paramètres, par défaut, donc il faut avoir au moins 12 caractères, dont une minuscule, dont au moins une majuscule, dont au moins un chiffre, un caractère spécial. Ça, donc, ce sont les recommandations de l'ANSSI. Après, vous pouvez les changer, vous pouvez mettre plus si vous souhaitez mettre 24 ou 44, enfin bon, voilà, tout ça c'est éditable. Et vous pouvez aussi choisir de forcer tous les utilisateurs à implémenter cette nouvelle politique. Mais si vous ne cochez pas cette case, en fait, ceux qui ont déjà défini un mot de passe, évidemment, mais qui ne répondent pas à cette nouvelle politique, seront soit forcés de le modifier dès leur prochaine connexion, soit ils pourront attendre jusqu'à temps que la limite de validité du mot de passe soit atteinte. Donc ça, c'est à votre choix, en fait. Ensuite, quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur « Appliquer cette configuration ». Et ensuite, je vais tout de suite vous parler de la fonctionnalité suivante, qui est en fait la fonctionnalité qui permet de réagir le plus rapidement possible en cas d'activité un petit peu anormale sur les sauvegardes. Donc en fait, cette fonctionnalité, comme Geoffrey en a parlé un peu tout à l'heure, elle se passe en 2 étapes. La première étape, en fait, c'est d'analyser les données existantes pour pouvoir en fait se baser sur certains repères pour décider si une activité elle est anormale ou pas. Donc l'analyse, vous pouvez choisir de la faire tous les jours, enfin tous les mois, toutes les semaines. Enfin ça c'est vraiment selon votre choix. Et vous pouvez aussi choisir sur quelle période vous voulez que cette analyse soit faite. Voilà, donc par défaut, c'est 1 jour et 1 mois. Une fois que vous aurez lancé cette analyse, l'INA aura un certain nombre de données sur lesquelles elle va pouvoir se baser pour décider si une activité est anormale ou pas. Alors, pour éviter qu'il y ait trop de faux positifs, on a aussi créé des seuils. Donc, ça, c'est à vous de voir à l'usage. Si vous n'avez pas de repères particuliers, vous pouvez mettre tout à 0, donc il n'y a pas de seuil. Mais avec l'usage, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en dessous d'un certain nombre de fichiers modifiés,
il y a trop de faux positifs et que du coup l'information ne devient plus très pertinente. Donc ça, c'est quelque chose à faire à l'usage. Sur le nombre de fichiers modifiés, le nombre de blocs ajoutés ou bien le volume sauvegardé en fait. Et une fois que tout ça sera défini, vous pourrez lancer l'alerte. Donc activité inhabituelle, c'est si l'ajout de blocs, comment dirais-je, un ratio de croissance de 1 à 5, par exemple, là, dans l'exemple qu'on a ici, par rapport à l'activité habituelle qui aura été définie par l'analyse. Et pareil, l'activité suspecte, elle, c'est en fonction de la diminution du taux de compression. Donc, ce qui est souvent le cas, en fait, quand il y a une attaque par cryptovirus, parce qu'on ne peut plus compresser les fichiers, puisque toutes les extensions sont modifiées. Le taux de compression en général baisse quand il y a une attaque par cryptovirus. Voilà ce que je vous ai vous montrer ici. Ensuite, juste pour finir, je vais donc vous... Bon, on a parlé des rapports, et là, ce dont Geoffrey a parlé tout à l'heure, c'est l'envoi du rapport d'environnement, qui, pour tous ceux d'entre vous qui ont eu à faire cette étape, est un peu pénible, on va dire. Donc là, on a simplifié à la fois la génération et surtout l'upload sur le site du support. Donc la seule information en fait que vous aurez besoin de fournir, c'est l'ID du site. Et l'ID du site, ça c'est une information donc, qui vous est communiquée initialement avec la facture, et puis ensuite quand vous faites une demande de licence. Et en fait, vous n'aurez à la remplir qu'une seule fois, puisqu'on va la mémoriser. Une fois que vous l'aurez fournie une fois, vous n'aurez plus à la remplir. Le numéro de dossier, ça c'est quand vous ouvrez un incident au support, il vous communique un numéro de dossier qui permet de tracer votre incident et de le gérer plus rapidement. Donc là, vous pourrez le remplir ici. Donc l'URL d'upload, elle est pré-remplie. A priori, vous n'avez pas à la modifier. La seule chose que vous pouvez faire, si besoin, c'est de cocher la case d'utiliser un proxy, et à ce moment-là, de donner le nom, le port éventuellement du proxy. Et de dire effectivement sur combien de temps vous voulez que les logs soient associés, envoyés en même temps que l'AER. Donc une fois que vous aurez rempli l'ID de site, tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur le bouton ici, télécharger le rapport d'environnement, et il sera directement uploadé sur le site du support. Donc voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop à utiliser cette fonctionnalité, puisque ça voudrait dire que vous avez eu des incidents, mais je sais que ça fait partie en fait de la vie d'un logiciel que de discuter de temps en temps avec notre service support. Alors pour ma part, j'en ai fini avec la démo, donc je vais redonner la main à Geoffrey qui va nous faire un petit récap. Oui. Hop, je vous partage. Voilà, alors, ce qu'il faut retenir de cette version Lina 6.1, avec la caméra, c'est mieux. Plus de sécurité, plus de souplesse, meilleure expérience. C'est vraiment les trois mots qu'on essaye de mettre en avant. Et on continue à travailler énormément autour de l'amélioration de la solution pour vous. Plus de sécurité, renforcement des accès, le 2FA, nouvelle politique de mot de passe, détection active des anomalies de sauvegarde, plus de souplesse dans la gestion des quotas par entité, un mode multiserveur plus simple et qui va pouvoir s'activer plus simplement, des statistiques de réplication, voilà, également plus simple, plus accessible si vous répliquez vos données, et une meilleure expérience. Alors, on essaye toujours d'optimiser les performances de la solution. Aujourd'hui, on arrive avec la parallélisation de l'envoi des blocs qui va vraiment significativement augmenter les performances de sauvegarde. La simplification des rapports avec le support, avec l'envoi des AER, des rapports d'environnement qu'on a simplifié. Et également la partie restauration, où vous allez pouvoir récupérer énormément d'informations sur ce qui est restauré, les volumes de restauration, voilà,
beaucoup d'informations. Sylvie vous a un petit peu montré tout ça dans le rapport qu'on a eu un peu de mal à afficher, mais qui finalement s'est affiché. Donc voilà, cette version 6.1, ce qu'il faut retenir, c'est ici. Alors j'ai vu passer la question dans le chat sur la disponibilité. 6.1, ça sera disponible semaine prochaine. On finalise vraiment, on peaufine la dernière build. On vous enverra une notification, vous allez être avertis, vous aurez les release notes, le compatibility guide, tout sera mis à niveau, on vous enverra tout ça. Allez, mardi, mercredi prochain, vraiment courant semaine prochaine, Lina 6.1 sera disponible, on vous enverra le lien de téléchargement. Voilà, on fait partir une com semaine prochaine. J'en ai terminé, on va prendre un petit peu de temps, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, notamment dans le chat. Oui, on va essayer d'y répondre. Je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions là, mais on répondra par mail de toute façon à chacun d'entre vous. Donc, je vais les prendre un petit peu dans le désordre, là, comme elles sont. Alors, un jour, la réplication servira-t-elle de répartition de charge ou de failover? Alors, aujourd'hui, la réplication, elle reste ce qu'elle était dans la version d'avant, c'est-à-dire c'est uniquement une réplication des données. Ça ne sert pas de failover du serveur, malheureusement. On est toujours, comment dirais-je, on fait uniquement la réplication des données, ce qui permet de récupérer les données si le serveur primaire n'est plus disponible, mais ça ne fait pas de failover. Et on a un projet, un chantier à l'étude là-dessus. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera exactement disponible. Comment peut-on télécharger les binaires? Alors, sur le site du support, en principe, vous avez dû recevoir un login, mot de passe pour vous connecter au site du support. On renverra le lien direct, mais les binaires seront disponibles du coup semaine prochaine. Alors, le terme téléchargement est un peu ambigu. C'est vrai qu'en anglais, on distingue entre download et upload. En français, on a un téléchargement pour les deux, mais vous n'êtes pas le premier à nous faire la remarque. On va essayer de trouver un terme peut-être déposé serait mieux que télécharger. Oui, alors ce que je vous ai montré, ça concerne uniquement l'AER du serveur. Pour les agents, pour l'instant, on n'a pas fait l'équivalent au niveau agent, mais ça peut venir dans le futur. Effectivement, c'est une bonne idée. Est-il possible de modifier le mail d'alerte directement depuis l'interface de Lina? Non, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que maintenant, on a pas mal d'endroits où on envoie des mails, donc on va essayer pour une prochaine version de regrouper tout ça un peu et puis de les rendre plus personnalisables. Alors, la sauvegarde de lecteur réseau est-il disponible en 6? Alors, la sauvegarde de lecteur réseau n'est pas disponible, en tout cas, enfin, elle est possible, mais de manière dégradée, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas utiliser le CDP avec la sauvegarde des lecteurs réseau, parce qu'aujourd'hui, pour des raisons de performance et d'efficacité, il faut que le serveur, Lina et le stockage soient local. Donc, que les deux soient côte-côte. Donc, on ne peut pas. C'est trop gourmand en ressources, en fait, de sauvegarder les lecteurs réseau en CDP. Donc, c'est pas jouable aujourd'hui. Alors, est-il possible de rendre obligatoire le 2FA pour les admins uniquement? Alors, ce que je vous ai montré, en fait, il s'agit quand on parle d'utilisateurs, c'est les utilisateurs de la console d'admin. Donc, quand vous activez le 2FA, vous pouvez le faire au niveau d'une entité ou au niveau de tout le serveur. Ça va concerner les personnes qui ont un accès à la console d'admin, donc par définition qui sont des administrateurs. Mais une fois que vous l'activez pour une entité, vous ne pouvez pas dire tel utilisateur de l'entité doit le faire et tel autre ne doit pas le faire. Alors, une question sur les quotas. Donc, les quotas, on a deux types de quotas aujourd'hui avec Lina. On a des quotas au niveau des agents, qui sont des quotas donc des limites de volume sauvegardé par machine. Et aujourd'hui, donc, on a introduit une notion de quota au niveau des entités, mais qui est un quota par nombre d'agents. C'est-à-dire qu'on peut limiter telle entité, je ne veux pas qu'il y ait plus de 100 agents.
Et après, au niveau de chaque agent, on peut dire je ne veux pas que chaque agent sauvegarde plus de 50 gigas ou 100 gigas par machine. Ça, c'est les deux types de quotas qu'on a aujourd'hui. Voilà. Bon. Pour les autres questions, je ferai le tour de la question. Est-ce qu'un agent 5.3 peut fonctionner sans problème avec un serveur 6.1? Oui. Alors, les agents 5 fonctionnent avec un serveur 6.1. Par contre, si vous voulez faire du multiserveur, il vous faudra passer les agents en 6.0 également. C'est-à-dire, si vous êtes en serveur standalone en 6, vous pourrez sauvegarder des agents en 5. Mais pour faire du multiserveur, il faut nécessairement que les agents soient en 6 également. L'auto-update sur les postes Linux fonctionne-t-elle avec cette version? Oui, je crois qu'on a une mise à jour automatique. Oui, la mise à jour automatique fonctionne pour tous les OS. Alors, ponctuellement, on a eu des petits soucis avec certains OS entre telle et telle version, mais dans le principe, oui, l'auto-update est faite pour fonctionner avec tous les OS. On a un détail dans la release note qu'on vous communiquera en même temps que l'annonce de sortie, où on a un tableau assez précis qui vous donne le détail de telle version vers telle version pour tel OS et telle version d'OS dans le cas où il y a eu des différences entre les différentes versions des OS. Donc, tu viens de répondre à la dernière question. Peut-on automatiser la mise à jour des agents? Oui. Oui. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Oui, merci à tous. Oui, effectivement, merci. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on fera le tour. On fera le tour avec Sylvie derrière, vous inquiétez pas. En tout cas, merci. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Voilà, on espère se revoir prochainement. En attendant, semaine prochaine, Lina 6.1, la sortie de Lina 6.1 sera disponible. Merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.